Merci de rester fidèle au grand jury d'RFM, un grand jury exceptionnel en cette fin d'année. C'est le dernier numéro de 2019. Nous avons deux invités tout à l'heure, Alioune Fall, ministre conseiller à la présidence de la République, mais d'abord Tikendia Fakoli et d'Abidjan. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Tikendia Fakoli, merci, bienvenue dans le grand jury d'RFM. Il est beaucoup question de la Côte d'Ivoire en cette fin d'année 2019. Une petite tension politique. Petite, il faut peut-être relativiser parce qu'il s'agit d'un mandat d'arrêt international émis contre Guillaume Soro, l'un des adversaires du pouvoir d'Alassane Ouattara. Quel est votre commentaire à cette procédure judiciaire enclenchée contre l'opposant, vous pouvez l'appeler comme ça, Guillaume Soro? Bon, je pense que franchement, c'est pas du tout le moment parce que les Ivoiriens sont fatigués. Donc, je pense que tout le monde se préparait à attendre les élections. Et puis, il y a cette histoire qui nous est tombée là-dessus. Du coup, effectivement, ça me remet une tension. Voilà, je pense que la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin de ça à un an des élections. Et bon, maintenant, moi, je suis pas un politicien, je suis un artiste, j'observe comme tout le monde. Et tout ce que je peux dire, c'est que voilà, les Ivoiriens sont fatigués. Nous, on veut la paix en Côte d'Ivoire, on veut aller aux élections, on veut plutôt que les candidats nous proposent des programmes, etc. C'est à ça qu'on s'attendait. Et puis bon, voilà, on a appris cette nouvelle-là, on a écouté les audios, on a vu des photos. Bon, si ce n'était que des photos des armes retrouvées, on sait que très souvent, les politiciens, ils ont cette technique-là. Ils savent mettre des armes et puis dire que ça a été retrouvé. Mais l'audio, en tout cas, je crois que ça a choqué beaucoup d'Ivoiriens parce que les Ivoiriens ne veulent plus retomber dans la situation de 2011. Oui, la période post-électorale de l'élection de 2010. Mais dans cette affaire, Guillaume Soro, le procureur a brandi ses preuves, un enregistrement audio, même s'il date de 2017, dans lequel on incrimine Guillaume Soro d'avoir voulu déstabiliser le pouvoir en place. Ça vous surprend ou vous avez des doutes sur l'authenticité de ces accusations, de ce fameux enregistrement audio surtout? Bon, moi, je ne veux pas juger ces enregistrements. Moi, j'ai écouté et je pense que, voilà, même si c'est de 2017, ça peut être grave quand même parce que je pense qu'en ce moment, Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Mais ce que je peux dire simplement, c'est que les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. Il ne faut pas qu'on retombe dans ça. Je pense que nous devons absolument penser aux 3000 morts. Parce que vous savez, pendant la crise post-électorale, il y a 3000 de nos compatriotes qui ont été assassinés, enfin qui ont été tués. Et donc, je pense que nous devons tous tout faire aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire ne retombe pas dans ça. Parce que chaque fois qu'il y a des tensions, ça repousse les investisseurs, voilà, chaque fois qu'il y a des problèmes, ça met le pays en retard. Moi, je pense que tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire doivent aujourd'hui plutôt commencer à rédiger leurs programmes, commencer à penser à leurs propositions qu'ils peuvent faire au peuple que de rentrer dans autre chose parce que les Ivoiriens sont fatigués. Tikendia Fakoli, il y a aussi le cas Alassane Ouattara qui n'a pas dit clairement s'il va se représenter ou pas. Quel est votre commentaire sur Alassane Ouattara à son âge, s'il brigue un nouveau mandat? Ça vous pose problème, vous, personnellement? Ben, je pense que ça pose problème à toute la nouvelle génération. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de troisième mandat en Afrique. Parce que le troisième mandat, ça bloque les nouvelles générations. Et donc, voilà, voilà, ça c'est mon avis. Donc, moi, je ne souhaite pas forcément un troisième mandat de l'Alassane Ouattara. Mais je pense que le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a une guerre au sommet entre des élites de différents partis politiques. Et c'est pas une guerre forcément pour l'intérêt du pays, mais c'est des guerres entre personnes. Et donc, moi, je souhaite aujourd'hui que
Henri Konan Bédié se retire, qu'Alassane Ouattara se retire et que Gbagbo se retire définitivement et que des élections libres et transparentes soient organisées, qu'il y ait un débat télévisé, que les candidats nous disent ce qu'ils peuvent faire pour les Ivoiriens. C'est ce que je souhaite aujourd'hui. Donc, je ne souhaite pas du tout un troisième mandat d'Alassane Ouattara, puisque je ne souhaite pas un troisième mandat en Guinée-Conakry, je ne le souhaite pas au Sénégal, au Mali. Voilà. Ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que ces trois leaders, qui sont d'ailleurs les différents protagonistes de la situation de 2011, de la crise post-électorale de 2011, qui nous a coûté 3000 morts. Et donc, moi, je souhaite que on tourne, enfin, que ces trois-là se retirent. Je pense que ce serait une meilleure manière de rendre hommage au moins aux 3000 morts qui ont été, les 3000 personnes qui ont été tuées. Vous parlez de la guerre en Côte d'Ivoire, c'est le grand paradoxe de votre pays, économiquement fort, mais voilà, en politique, toujours des problèmes et souvent source de gros soucis dans la cohésion nationale. Oui, parce que le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est que les gens, ils veulent être président, ils veulent le pouvoir, mais vous entendez souvent, oui, ceux-là, ils ont gouverné, c'est notre tour. C'est à nous de gouverner maintenant, etc. Mais vous n'entendrez pas, voilà, moi je peux faire mieux qu'Alassane Ouattara, je peux faire mieux que telle personne, voilà, mais mon plan, voilà ce que je vais apporter aux Ivoiriens, plus que telle ou telle personne. Mais vous avez des gens comme Henri Konan Bédié. Normalement, dans un pays normal, un monsieur comme Henri Konan Bédié ne devait plus parler dans la politique ivoirienne, parce que son temps est passé. Je pense qu'Alassane Ouattara aussi a pris de l'âge. Lui aussi, son temps est passé. Il a dit la dernière fois. Et je pense que Laurent Gbagbo, quand on voit les images de Laurent Gbagbo aujourd'hui, après sa sortie de prison, on peut dire aussi que son temps est passé. Je pense que la meilleure manière, en tout cas, de rendre hommage aux 3000 morts, c'est que ces trois-là se retirent. Et c'est ce que moi, j'ai proposé. J'ai proposé. Mais malheureusement, nous n'avons pas de société civile en Côte d'Ivoire. Comme au Mali ou au Sénégal ou en Guinée, il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire. Donc voilà, tout le monde observe. Et puis les gens sont mais vraiment... dans ces pays-là, le Sénégal, la Guinée, la polémique sur le troisième mandat, sur les mandats présidentiels, elle est là quand même malgré la présence d'une société civile. Oui, mais la société civile, elle se bat. Elle se bat. Vous voyez la force de la société civile en Guinée. Voilà, au Sénégal, on sait qu'il y a le mouvement Yanama qui n'acceptera jamais qu'il y ait un troisième mandat. Et donc, mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de société civile. Et puis bon, il faut dire que l'opposition ivoirienne, pendant presque 9 ans, n'a pas mené de combat. L'opposition ivoirienne a mené un seul combat, c'est libérer Gbagbo. Ils se sont tous mis dans ce combat-là et ils ont mis le Gbagbo Laurent au-dessus de la Côte d'Ivoire, la libération de Gbagbo Laurent au-dessus des intérêts des Ivoiriens. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lutte, en tout cas pour les intérêts des Ivoiriens. Moi, j'ai jamais vu les opposants dénoncer, comment on appelle, les mots de la société ivoirienne, c'est-à-dire, je veux dire, les mots, j'ai jamais vu l'opposition ivoirienne mener un combat en disant que les Ivoiriens sont mal soignés, les Ivoiriens sont mal logés. L'opposition ivoirienne un peu passive, vous évoquez aussi l'absence d'une société civile digne de ce nom dans votre pays, mais il y a Tiken Jah Fakoly, il y a Alpha Blondy. Où êtes-vous? Moi, je fais ce que je peux. Je pense que malgré que je suis du nord de la Côte d'Ivoire, mais vous pouvez constater que durant tous les 2 mandats d'Alassane Ouattara, j'ai dénoncé, et les faits sont sur Internet. Seulement, les gens ont voulu que je participe au combat pour la libération de Laurent Gbagbo. Mais moi, j'ai combattu Laurent Gbagbo parce que je n'aimais pas sa manière de faire les choses. Donc, ce n'est pas parce qu'il est en prison aujourd'hui que je vais changer. J'étais pour qu'il soit libéré, mais moi, je ne voulais pas participer à ce combat-là parce que je ne voulais pas faire le contraire de ce que j'ai... Voilà, je ne voulais pas faire le contraire de ce que j'ai dénoncé. Mais moi, je pense que l'artiste ne peut pas tout faire parce que quelquefois, les Ivoiriens ont
ils disent souvent que que les artistes ne font pas, ne dénoncent pas comme il faut. Mais nous ne sommes pas un parti d'opposition, nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes des artistes, notre rôle c'est d'éveiller les consciences, notre rôle c'est de réveiller les citoyens, leur dire levez-vous, réclamez vos droits, et c'est ce que j'ai fait pendant tout le règne de Alassane Ouattara, malgré que je suis de la même région qu'Alassane Ouattara. Mais je pense que si l'opposition avait fait son boulot, peut-être qu'aujourd'hui les choses allaient se passer autrement. Il y a les chanteurs comme vous, comme Alpha Blondy, qui ce vendredi soir a fait une vidéo pour appeler les Ivoiriens à ne pas retomber dans les mêmes travers qu'après l'élection de 2010, les vieux démons de la guerre. Comment réagissez-vous à cet appel lancé par Alpha Blondy? Je pense que c'est bien. C'est bien que Alpha Blondy appelle les Ivoiriens à ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut que les Ivoiriens se mettent ensemble. Parce que le problème de nos pays africains en général, c'est la division. C'est que au lieu que le peuple se mette ensemble pour réclamer la bonne santé, la bonne éducation, du boulot pour les jeunes, voilà, les populations ne sont pas ensemble. Les populations sont divisées et chacun veut que l'homme de sa région devienne président, prenne le pouvoir, etc. Je pense que c'est ça la différence. D'ailleurs, entre la Côte d'Ivoire et certains pays. Hein. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose quand Alpha Blondy appelle les Ivoiriens à ne plus retomber dans ça. Et je pense que c'est le même message que je vais faire passer. Je vais appeler les Ivoiriens à ne plus donner de patine aujourd'hui pour des hommes politiques qui ne pensent qu'à leur propre intérêt. On va surveiller ce qui se passe en Guinée. Pour le Sénégal, le débat du troisième mandat, pour vous, pas question qu'un président comme celui du Sénégal aspire à vouloir se représenter à la présidentielle. Pas question. Partout, il sera question de troisième mandat. Nous allons nous battre pour barrer la route avec les sociétés civiles de ce pays-là. Parce que nous pensons que dans le processus démocratique actuel de l'Afrique, des pays africains, le troisième mandat ne sont pas bons. Ne sont pas bons pour... parce qu'il faut que le régime change. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de sortir ce continent-là de sa situation, mais qui sont cachés, qui ne peuvent pas sortir la tête. Et donc, s'il y a un président qui s'installe pendant longtemps, ça devient une dictature. Et puis bon, c'est les mêmes gars qui sont au pouvoir. Après les choses n'avancent pas. Donc, moi, je suis opposé à un troisième mandat au Sénégal, à un troisième mandat en Côte d'Ivoire, à un troisième mandat en Guinée-Conakry. Partout où il sera question de troisième mandat, moi, en tout cas, je viendrai aider les peuples à barrer la route. Pourquoi on va imposer aux dirigeants africains de ne pas faire plus de 2 mandats? Ailleurs, dans de grandes démocraties, ça se pose pas. Les gens se représentent autant de fois qu'ils veulent. Mais parce que nous ne sommes pas au même niveau de démocratie que ceux-là. C'est-à-dire l'Allemagne, par exemple, est à un niveau assez important. C'est une vieille démocratie. Donc nous sommes juste au début. Et puis bon, on a bien vu, on a des chefs d'État qui sont restés au pouvoir pendant 33 ans. Houphouët-Boigny est resté pendant 33 ans. On a Blaise Compaoré qui est resté pendant plus de 23 ans, etc. Et donc, moi, je pense que pour notre démocratie, notre jeune démocratie, c'est pas une bonne idée que nos dirigeants s'installent pendant longtemps. Parce que quand ils s'installent pendant longtemps, alors, ça devient forcément une dictature. Et les justices africaines, vous avez sans doute suivi l'arrestation de l'activiste franco-béninois Kémi Séba à Ouagadougou, au Burkina Faso, jugé, condamné à 2 mois avec sursis plus 200 000 francs CFA d'amende pour avoir critiqué les relations entre la France et l'Afrique. Il a cité le président Kaboré. Quel est votre commentaire sur cette affaire Kémi Séba à Ouagadougou? Condamner quelqu'un parce qu'il s'est exprimé, pour moi, c'est quelque chose que je condamne parce que je fais partie de ceux qui font la promotion de la liberté d'expression. Il faut laisser les gens parler. Il faut laisser les gens s'exprimer. Parce que quand les gens ils peuvent s'exprimer, ils ne prennent pas les armes. Mais si vous empêchez les gens de s'exprimer, alors ils pensent à autre chose. Donc moi je pense que
arrêter une personne parce qu'il s'est exprimé, il a dit son avis sur une telle situation. Vous pouvez le contredire, vous pouvez démontrer que ce qu'il a dit, c'est pas vrai, mais l'arrêter, je pense pas que c'est une bonne chose. Et à l'époque, lorsque Kémy Séba a été arrêté au Sénégal, je pense que toute la société civile africaine s'est mobilisée, tous les artistes engagés d'Afrique se sont mobilisés. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, condamner une personne parce que il a dit des choses, moi, je pense que c'est pas une bonne idée, parce que moi, je vais en France, je prends mon micro, je dis ce que je veux sur scène, j'ai jamais été arrêté, et c'est ce que je souhaite pour nos pays africains. Kémy Séba, dans cette fameuse déclaration de Ouagadougou, a fait des allusions. On peut penser à vous, Tiken Jah Fakoly, ou à Didier Awadi du Sénégal. Il dit que des porteurs de voix comme vous, en quelque sorte, désormais endoctrinés par l'Occident, que on ne vous reconnaît plus dans vos postures, vos positions. Bon, je pense que, voilà, nous, on dénonce, mais on ne peut pas prendre la place de l'opposition. On ne peut pas continuer à dénoncer des choses alors que si on nous met à la place de ces chefs d'État, on ne pourra pas faire la moitié de ce qu'ils font. Donc, je pense qu'on a des limites. Nous travaillons sur notre peuple. Notre objectif, c'est que notre peuple se réveille et que le peuple prenne le pouvoir. Parce que je pense qu'en France, aujourd'hui, la France est paralysée parce que le peuple a le pouvoir. Et nous, c'est le travail, c'est ce que nous faisons sur notre peuple. Donc, on n'a pas à être, voilà, on n'a pas à prendre la place des partis d'opposition. Si c'est ce que Kémy Séba souhaite, moi je pense que on peut dénoncer, on peut critiquer, mais il faut aussi proposer. Et je pense que, voilà, s'ils pensent comme ça, bon, moi je ne pense pas comme ça. Moi je pense que nous jouons notre rôle, et puis nous on n'a pas été endoctrinés par l'Occident. Nous sommes des artistes, on a des fans partout. Et puis nous sommes dans un combat contre un système, mais pas contre un pays ou contre les populations d'un pays. Donc on n'a pas les mêmes visions que Kémy Séba sur certaines questions. Mais nous, ce que nous souhaitons simplement, c'est qu'il soit libre de dire ce qu'il veut, mais on souhaite aussi qu'il propose. On souhaite aussi que quand il critique des choses, qu'il propose, et c'est ce qu'on souhaite. Et donc voilà mon avis sur ça. Tiken Jah Fakoly, vous vivez, les Ivoiriens, on le sait, mais vous vivez pratiquement au Mali. La question sécuritaire dans le Sahel, le Mali, le Niger, les djihadistes imposent leurs lois dans certaines parties du Sahel. N'eût été peut-être la présence de l'armée française, ça allait être davantage compliqué. Moi, je pense que le problème du Sahel est très compliqué. Et puis, l'armée française n'est pas forcément là que pour l'Afrique ou pour le Mali. Vous savez, le désert, le nord du Mali est à 3h30 de vol d'avion de Paris. Donc, s'il y a un État islamique qui s'installe là, alors ils peuvent lancer des missiles dans cette partie-là et qui vont atterrir à Paris. Donc, je pense que la France n'est pas là que pour nous. Et donc, la France est là aussi pour se protéger. Et puis, bon, moi, j'ai vu au Mali, je sais que l'armée malienne n'est pas encore prête pour prendre les choses en main. Il y a beaucoup de travail à faire parce que, bon, il y a eu beaucoup de corruption, beaucoup de choses qui se sont passées. Et malheureusement, je ne pense pas que nos armées, aujourd'hui, à l'heure actuelle, soient capables de défendre cette partie-là. Et donc, moi, je ne veux pas forcément dire aujourd'hui à l'armée française de partir si je n'ai pas les preuves palpables que nos armées sont capables de maintenir, d'assurer la sécurité dans cette partie-là de l'Afrique. Tiken Jah Fakoly, on aborde maintenant le franc CFA qui va disparaître d'ici juillet 2020 ou plus tard pour laisser la place à une autre monnaie communautaire pour les pays membres de l'UEMOA. Cette monnaie, elle va s'appeler ECO. Qu'en pensez-vous? D'abord, moi, je pense que c'est bien déjà de changer de nom parce que CFA, Communauté française d'Afrique ou bien Colonie française d'Afrique, etc. Ça a changé après, ça s'est appelé Communauté financière d'Afrique. Communauté financière d'Afrique. Donc, je pense que tout ça nous maintenait dans une situation de colonisation, etc. Et le fait de changer de nom déjà, je pense que c'est un pas en avant. Bon,
si les peuples avaient été consultés, peut-être qu'on n'allait pas appeler ça l'écho, on allait appeler ça peut-être l'afro. On allait appeler ça l'afro, et ça nous aurait donné une certaine fierté, etc. Maintenant, je pense que à partir du moment où la France a des intérêts là, les choses ne vont pas s'arracher facilement. Vous avez la monnaie, on a changé le nom de la monnaie, il n'y a pas eu de réaction dans les pays français. Il n'y a pas eu de marche en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de manifestation au Sénégal, il n'y a pas eu de manifestation en Guinée, au Niger, etc. Les pays francophones, les populations n'ont pas bougé. Et donc, ce n'est pas comme ça qu'on peut atteindre les objectifs. Moi, je pense que notre génération, si elle a réussi à dénoncer et que le nom a changé déjà, et moi, je souhaite que les futures générations viennent mener le reste du combat. Parce que aujourd'hui, moi, je pense que les peuples africains ont le pouvoir, mais ils ne savent pas qu'ils ont le pouvoir. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait des manifestations dans les pays africains pour dire que on ne va pas se contenter que de changer le nom, on veut un changement en profondeur, on veut des choses, donc je pense qu'on allait les obtenir. Mais tant qu'il n'y a pas de réaction des peuples africains, aucun combat ne sera gagné, parce que Babylone ne comprend pas, ne comprend que les mêmes manières de chez lui. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Français manifestent contre les projets de retraite, etc. en France. Et donc, vous verrez que s'ils maintiennent là-bas pendant 1 mois ou 2, le gouvernement sera obligé de changer. Et donc, je pense que c'est cette manière de s'exprimer que les dirigeants occidentaux comprennent. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de mobilisation, de manifestation dans les pays africains, je ne pense pas que la France va nous donner la liberté qu'on souhaite par rapport à cette monnaie-là. Changer de monnaie, c'est bien, mais lutter et réduire la pauvreté, c'est encore mieux. Les dirigeants africains, ils ont du travail là, et dans beaucoup de pays, ça ne bouge pas. Le chômage des jeunes, la pauvreté et d'autres problèmes liés à la vie quotidienne des citoyens africains. Oui, mais je pense que tout ça peut s'améliorer s'il y a des réactions du peuple, sans violence. C'est vrai que nos peuples sont un peu préoccupés par la recherche de leur quotidien, mais les pays où les choses ont bougé, les gens étaient préoccupés aussi. Après la guerre, la France était dans un état lamentable, et voilà. Et donc, mais ça n'a pas empêché les Français en 1968 de se lever contre le général de Gaulle, etc. Et donc, on a un gros problème. La majorité de nos populations ne sait ni lire ni écrire, et donc ça nous cause un gros problème. Moi, je pense que les peuples peuvent pousser les dirigeants à créer des emplois, à se comporter comme il faut. Mais s'il n'y a pas de réaction de population, je pense que les dirigeants quels que soient les dirigeants qui viendront, quand ils ont affaire à un peuple qui observe et qui ne fait que critiquer sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun truc, il n'y a rien qui va changer. Tikendia Fakoly, merci d'avoir accepté cet entretien d'Abidjan où vous vous trouvez, où vous vous êtes d'ailleurs produit hier soir samedi. Merci et bonne année, on va dire. Merci. Bonne année à vous aussi. Et puis bonne année à tous ceux qui travaillent dans votre chaîne. Et puis bonne année au grand frère Youssou N'Dour que j'apprécie beaucoup parce que je le témoigne aujourd'hui. Il a été l'un des premiers à m'inviter à un grand concert en Suisse, et ça je ne veux pas l'oublier, et un grand concert en Suisse, et ensuite à Dakar, le concert qu'il a organisé contre le paludisme. Et donc voilà, c'est pourquoi c'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Donc bonne année au grand frère Youssou N'Dour et bonne année à tous les Sénégalais. Merci Tikendia, au revoir. Merci. Au revoir. Et notre deuxième invité dans ce grand jury spécial de fin d'année, Alioune Fall, ministre conseiller à la présidence de la République. Bonjour. Bonjour Babacar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez entendu, Tikendia Fakoly, pour lui, les troisième mandats en Afrique, ça suffit. Il cite le Sénégal, pas question d'un troisième mandat pour Macky Sall. Que répondez-vous à... Rien, je n'ai aucune réponse à lui apporter parce que de toute façon, c'est une question qui, pour nous, n'est ni d'actualité ni à l'ordre du jour. Le débat, il est là, quand même, au Sénégal, ce débat sur la possibilité ou pas pour Macky Sall de se représenter à la présidentielle. Non, Babacar, le débat n'est pas évident. Disons qu'il y a eu des gens qui ont voulu
et dans un souci de diversion de l'opinion, imposer ce débat. Notre position sur la question est très claire. Pour nous, ce n'est pas un débat d'intérêt et nous refusons de nous y prononcer. Dans votre propre camp, on en parle. Cette guerre de succession, supposée ou réelle, dans le camp de la majorité, dans le camp de la PR surtout. Oui, j'en prends connaissance par voie de médias. Je lis ça dans la presse ou je l'entends. À l'état actuel des choses, je n'ai objectivement aucun élément qui pourrait me permettre de considérer que c'est une réalité avérée et sur laquelle je pourrais me prononcer. C'est une fin d'année assez compliquée pour Macky Sall et son gouvernement, entre hausse des tarifs de l'électricité, grogne par-ci et par-là, campagne agricole qui ne se déroule pas comme prévu. La pire fin d'année de Macky Sall depuis que le président de la République, peut-être? Oh non, je ne crois pas. Je crois que entre la représentation qu'on voudrait faire des choses et la réalité intrinsèque de ces choses-là, il y a très souvent un grand écart. Si je considère par exemple la campagne agricole, moi je suis agriculteur, je suis issu du bassin arachidier, je suis originaire du bassin arachidier, j'ai mon ancrage familial là-bas, j'y suis très fréquent, j'y séjourne régulièrement. Et j'avoue que la réalité que je constate sur le terrain est très éloignée d'une certaine perception qu'on en a depuis le centre urbain. Je ne vois pas à quel niveau se trouverait un problème dans la campagne agricole. Quel problème a-t-il? On peut prendre l'exemple de Sonacos qui a un objectif de 36 000 tonnes, là qui n'a pas encore collecté même pas 500 tonnes. Ce sont les syndicalistes eux-mêmes qui le disent, qui ont fait une sortie en cette fin de semaine pour le dire. Oui, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que les objectifs de collecte de la Sonacos sont minimes, parfois même insignifiants par rapport à la production nationale. Parce que nous sommes à un stade où la production arachidière se chiffre en millions de tonnes, en centaines de milliers de tonnes, voire en millions de tonnes. Abdoul Mbaye, l'ancien Premier ministre qui vous a précédé dans cette émission, dimanche dernier, conteste justement ce chiffre. Il parle de chiffres maquillés, 1 400 000 tonnes. Pour lui, c'est un chiffre que vous avancez pour cacher la réalité sur la production agricole arachidière. Et quels sont les éléments de preuve qu'il agite, qu'il brandit pour démontrer que ces chiffres sont maquillés? Vous savez, et je me dis que probablement un jour il reviendra ici vous dire qu'il s'était fait tromper. C'est quand même quelqu'un qui a été Premier ministre, qui a signé des actes dans les dossiers du pétrole et qui ne s'est pas gêné de revenir plus tard nous dire qu'il a gêné parce qu'il a été trompé. Ce même monsieur opposant, vous vous rappelez bien, lors d'une manifestation de l'opposition, c'est lui qui avait annoncé publiquement la mort de manifestants tués sous les balles des policiers avant de revenir nous dire qu'il a été trompé. Donc c'est quelqu'un qui a des problèmes de discernement manifeste et qui pourrait revenir plus tard vous dire, quand je disais que la production arachidière n'atteint pas 1 million de tonnes, c'est parce que simplement je m'étais fait tromper. Nous avons, vous savez, ça c'est les statistiques. Il a essayé de cumuler ce que les huiliers locaux achètent, plus les exportations. Cumulées, on n'est même pas à 500 000 Oui, tonnes. mais il ne peut pas évaluer la production arachidière de ce pays à partir de son bureau climatisé de Dakar. C'est impossible. Ce n'est pas une question de mathématiques abstraites. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les productions, nous savons d'abord que les huiliers, comme j'ai dit, le cumul du tonnage de graines collecté par les huiliers au Sénégal est minime par rapport à la production nationale. Nous savons tous que depuis quelques années, avec l'ouverture du marché
aux étrangers, la majeure partie de la production d'arachide est exportée. Aujourd'hui, justement, pourquoi nos huiliers ont des problèmes pour collecter des graines, c'est parce que le prix plancher fixé par l'État, qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne peuvent pas, eux, dépasser, ce prix-là tient difficilement face à la surenchère des étrangers. Aujourd'hui, au niveau du bassin arachidien, l'arachide est vendu à un prix variant entre 250 et 300 francs CFA. Et évidemment, les producteurs font la ruée vers ces étrangers-là qui offrent des prix beaucoup plus alléchants que les prix offerts par les huiliers. Et plus tard, vous voudrez évaluer la production nationale d'arachide sur la simple base de ce que les huiliers ont collecté. Comment il a fait pour disposer de statistiques fiables sur la quantité de graines qui a été achetée par les étrangers et exportée. Il prédit dans une conférence de presse, et ça c'est le dernier chapitre sur Abdoul Mbaye et ses prises de position publiques, cette conférence de presse qu'il a animée vendredi pour prédire pour 2020 une année de grosses tensions économiques et sociales. Le temps nous dira. Ce que je sais, c'est qu'à l'état actuel des choses, tous les indicateurs économiques sont au vert dans ce pays-là. Et moi, je ne dispose d'aucun élément me permettant de me faire autant de soucis que lui pour l'avenir. Je vois l'avenir plutôt en rose. On verra maintenant. Cette tension provoquée par les hausses sur les tarifs de l'électricité, quand même, elle est réelle. Des associations ont dénoncé cette nouvelle tarification. Des arrestations, puis emprisonnements survenus. Tout cela parce que le gouvernement a décidé de revoir à la hausse les tarifs de la Société nationale d'électricité. Alors, je ne suis pas certain que ces tensions soient réelles parce que ce n'est pas le père de famille ou bien la ménagère classique que je vois dans la rue en train de manifester. Ce que je constate, c'est que c'est les professionnels de l'agitation qui bougent. C'est les mêmes qu'on voit souvent bouger pour réclamer la libération d'un détenu, d'un justiciable qui a maille à partir avec la Guy Marius Sagna et deux autres activistes toujours en prison. C'est les mêmes qu'on retrouve dans toutes les manifestations, quelle qu'en soit la cause. Il y a la réalité de la hausse. Oui, il y a une hausse réelle. Et je dirais presque que c'est normal, c'est naturel. C'est normal, c'est naturel. Je pense que dans toute activité commerciale, les fluctuations de prix est une réalité inhérente. En particulier si je considère le secteur de l'électricité. C'est un secteur qui, par la nature de ses activités, justement, est sujet plus que nul autre à ces fluctuations de prix, d'où l'institutionnalisation d'un système de réajustement des prix tous les 3 mois. Tous les 3 mois, la commission de régulation se réunit pour réajuster les prix de l'électricité. Ce qu'il faut dire également, c'est que de 2012 à 2019, ça fait quand même 7 ans, voire 8. Dans cette période, c'est la première fois qu'on enregistre une hausse de prix de l'électricité. Alors, traditionnellement, dans ce pays, les prix de l'électricité, la périodicité des hausses était inférieure à 2 ans. Traditionnellement. Ça, les gens l'oublient. Les gens oublient qu'entre 2002, donc si je prends comme repère, le retour de Sénélec dans une gestion publique, parce que rappelez-vous, une partie de Sénélec a été privatisée et en 1998, si je me souviens bien, et la gestion a été... Le consortium Hydro-Québec et Elio. Donc de 1998 à 2001, la Sénélec était sous gestion privée. C'est à partir de 2002 que la gestion est revenue sous gestion publique et de 2002. Abdoulaye qui renationalise la Sénélec. Donc de 2002 à 2012, vous avez eu 7
hausse d'électricité. Cette hausse d'électricité entre 2002 et 2012. Et je peux vous dire que si je considère aujourd'hui les prix de l'électricité après les récentes hausses, aujourd'hui, les prix sont bien en deçà de prix qui ont été appliqués à différentes époques pendant cette période-là. Je vais tenter d'être plus concret. Aujourd'hui, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la tranche sociale, c'est-à-dire ce qu'on appelle traditionnellement la tranche sociale, la première tranche de consommation n'est pas concernée par les hausses. Elle est toujours facturée à 90 francs 47 le kilowatt. Ce prix de 90 francs 47 le kilowatt est issu de la baisse qui a été consentie en 2017. En 2017, le gouvernement a procédé à une baisse de l'électricité. Jusqu'en 2017, le prix du kilowatt pour la tranche sociale, c'était de 106 francs 44. En 2017, nous avons procédé à une baisse pour ramener ce prix à 90 francs 47. Pour cette tranche, ce prix ne change pas, 90,47. Mais savez-vous que pour cette même tranche, le prix du kilowatt a coûté 100 francs, 112 francs, le pic, le niveau le plus élevé du prix du kilowatt pour cette tranche, c'était 112 francs en 2008. Vous surfez beaucoup dans votre communication, vous, membres de la majorité, sur cette tranche sociale. Que tous les, je ne vais pas me limiter à la tranche sociale. Que la majorité des consommateurs, des abonnés de Senelec dépasse facilement. Beaucoup de ménages consomment plus de 150 kWh le mois. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Mais vous savez, la consommation d'électricité aussi est un indicateur du niveau de vie, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que mon oncle qui est là-bas, qui a juste ses lampes, peut-être un ventilo en temps de forte canicule, un frigo parce que c'est une nécessité domestique, et il ne peut pas avoir la même consommation que vous qui êtes suffisamment aisé pour pouvoir installer 2 ou 3 climatiseurs dans votre appartement. De même, vous-même, vous n'êtes pas au même niveau de vie que le grand opérateur économique qui est assez aisé, peut-être pour occuper une villa grand standing avec vous une dizaine de climatiseurs. Vous parlez d'une certaine classe. Oui, de manière générale. Donc, vous savez, la consommation d'électricité est un indicateur de niveau de vie. Et vous savez également que la politique de subvention, de ce qu'on appelle le soutien au prix de l'énergie, c'est une politique qui cible prioritairement les plus défavorisés. Donc, ceux qui, même pour une facture d'électricité de 30 000 francs ou bien de 20 000 francs, ont des difficultés à payer, sont les plus ciblés, sont privilégiés dans la subvention. Et c'est ce qui explique que lorsque la hausse s'est révélée inévitable, l'État a choisi de concentrer la hausse sur les tranches les plus privilégiées en épargnant les défavorisés qui sont surtout concernés par la première tranche. Ce qu'il faut dire de la première tranche, c'est que même si, pour les ménages moyens en général, même si on sort de la première tranche, on conserve les avantages dévolus à la première tranche. Ce n'est que l'excédent de consommation sur la première tranche, finalement, qui subira la hausse. Si vous consommez, par exemple, 200 kW, les 150 premiers kilowatts sont dans la première tranche, ne sont pas concernés par la hausse. Il n'y a que les 50 kilowatts qui entrent dans la seconde tranche qui sont concernés par la hausse. Mais si je considère la seconde tranche, aujourd'hui, avec la hausse, la seconde tranche est à 111 francs 80. Vous savez que cette seconde tranche, en 2012, au moment de l'élection du président Macky Sall, elle était à 114 francs 20. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même avec la hausse, la seconde tranche coûte moins cher que le prix qui avait cours en 2012, 114 francs 20, contre aujourd'hui 111 francs. Et vous savez que cette seconde tranche a eu à coûter 110 francs entre 2008 et 2009. Elle a coûté 110 francs, puis est montée à 114 francs, avant de descendre à 101 francs en 2017 avec la hausse consentie
sous le mandat du président Macky Sall. Et aujourd'hui, même avec la nouvelle hausse, cette seconde tranche n'atteint pas son cours traditionnel d'avant 2012. Bon, ça c'est l'électricité. Les associations, en tout cas, qui dénoncent cette hausse-là, ne veulent pas entendre ce discours-là. Oui, mais ils ne veulent pas entendre le discours de vérité. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte d'angoisse sociale générale dans le pays C'est ce que l'on veut. Je pense qu'on veut effectivement inspirer aux populations une angoisse sociale, mais à laquelle, heureusement, pour le moment, les populations demeurent insensibles. Pourquoi? Simplement parce que ce sentiment qu'on veut leur inculquer n'est pas conforme à la réalité de leur vie au quotidien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un père de famille, n'importe quel père de famille qui va recevoir sa première facture d'électricité d'après hausse, prenant en compte donc la récente hausse, la compare avec les factures d'électricité qu'il avait l'habitude de payer dans la période 2002, 2008, 2012, à niveau de consommation constant, verra que même avec cette hausse, il paiera beaucoup moins qu'il payait dans la période de 2002 à 2012, par exemple. Ça, c'est constant. Et n'importe quel père de famille pourra vérifier cela. On a tenté d'incriminer justement les associations de consommateurs, certains acteurs de la société civile qui s'étaient rébellés en 2008, je crois, lors de la grande hausse de 17% en jouant sur l'amalgame. En 2008, la hausse, non seulement, comme je l'ai dit, c'était de 17%, beaucoup plus importante, mais en plus, on était dans un contexte d'un service d'électricité d'une qualité tellement médiocre que les populations ne pouvaient pas comprendre qu'on veuille leur faire payer plus cher. Ce qu'il faut considérer, c'est que dans le contexte actuel, vous savez, nous avons tous vécu ce qui s'est passé avec l'électricité dans la période 2008, 2009, 2010 jusqu'en 2011, 2012. Et je crois qu'à cette époque-là, les Sénégalais étaient prêts à payer beaucoup plus cher pour avoir un service d'électricité de très bonne qualité. C'est l'époque où chaque famille à Dakar, par exemple, enregistrait 8 heures de délestage par jour. À cette époque, si on avait proposé aux Sénégalais d'augmenter les prix de l'électricité pour pouvoir consentir les investissements nécessaires et améliorer le service de l'électricité, je suis sûr qu'une forte majorité se dégagerait nettement en faveur de la hausse. Ce qui s'est passé depuis 2012, des efforts financiers gigantesques ont été consentis, justement pour améliorer cette qualité de service. D'une production inférieure à 500 MW, Sénélec aujourd'hui a dépassé les 1000 MW de production. Tout ce qui a été fait pour améliorer le service de l'électricité a coûté des dizaines de milliards. Et si les efforts financiers consentis pour améliorer la production de l'électricité étaient répercutés, si on suivait une logique commerciale et d'investissement, étaient répercutés sur le coût de l'électricité, nous paierions aujourd'hui nos factures beaucoup plus chères. Mais l'État a toujours considéré que compte tenu de l'importance de l'électricité, de son caractère stratégique, Sénélec doit avoir une dimension de service public dans ses activités. On va bientôt terminer cette émission. Alioune Fall, on aborde les questions de démocratie, de liberté, l'emprisonnement de Guy Marius Sagna et de deux autres activistes, les interdictions de manifestations, on en a connu au moins 2 cette semaine. Ça, à l'évaluation, des experts ont dit un peu de recul, des choses que vous, anciens journalistes, dénonciez d'ailleurs. Vous savez, c'est juste une question d'appréciation. Moi, je pense que quand les gens se focalisent sur une disposition constitutionnelle affirmant le droit de marche pour les populations, c'est presque une lecture parcellaire de la Constitution. La Constitution, c'est un ensemble. C'est un ensemble avec une finalité précise. On ne peut pas extraire de la Constitution une disposition. Et très souvent, d'ailleurs, la mise en exergue de cette disposition répond au souci, justement, de vouloir piétiner et bafouer les autres dispositions de la Constitution.
La Constitution dit beaucoup de choses, dispose de beaucoup de choses. C'est la Constitution qui dispose de l'existence de fonctions de président de la République avec des attributions précises. Si vous voulez maintenant vous remettre en cause les dispositions de la Constitution relatives au statut et aux missions, aux prérogatives du président de la République, et vous vous fondez sur une disposition de la Constitution qui vous reconnaît le droit de marche pour dire nous voulons marcher et si on nous interdit de marcher, c'est une violation de la Constitution, ou bien c'est un non-respect de nos droits constitutionnels. Je crois qu'il y a un problème d'incohérence là-bas. Il y a un problème d'incohérence. Ceux qui agitent la plupart du temps ces dispositions de la Constitution sur le droit de marche devraient commencer par être cohérents avec eux-mêmes en s'appropriant l'ensemble des dispositions de la Constitution, en se conformant à l'ensemble des dispositions de la Constitution. Je crois qu'ils auraient été beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus crédibles à ce moment-là s'ils advenaient qu'ils estiment que leurs droits constitutionnels sont bafoués. Je crois que sur le au-delà des explications théoriques, est-ce que aujourd'hui le Sénégal, dont la démocratie est vantée partout, devrait toujours interdire à des citoyens de manifester dans la rue? L'organisation de l'État dispose d'autorités administratives qui sont délégataires du pouvoir d'État en matière de maintien de l'ordre et de la sécurité. Et ces autorités ont la possibilité, ça fait partie, même la responsabilité, c'est même pas une possibilité, ont la responsabilité d'apprécier les situations pour se déterminer. Et je ne connais pas... Macky Sall et son pouvoir qui souffle le chaud et le froid, on interdit des manifestations, après on appelle au dialogue, allusion à l'installation officielle... Oui, le dialogue national. L'installation du comité de pilotage du dialogue national intervenu cette semaine. Mais c'est juste un jalon dans une longue partie. Je dis, on appelle au dialogue, en même temps, on piétine des libertés. Cela veut dire simplement que nous ne sommes pas fermés au dialogue, nous ne sommes pas opposés au consensus, nous sommes ouverts, mais nous avons la responsabilité de ne pas laisser l'anarchie s'installer dans ce pays-là. C'est un héritage, c'est un patrimoine, ce pays, qui ne nous appartient pas. Des générations antérieures ont existé et ont tenu ce pays avant nous. Et après nous, la postérité en héritera. Après vous, c'est quand? Après 2024 ou 2024 Rien à dire. Je parle aujourd'hui du présent. Quand je parle d'après nous, c'est juste une projection. Après nous, quand Dieu en disposera. Vous êtes dans l'entourage proche du président Macky Sall. Vous pouvez nous dire? Ah non, je ne peux pas vous dire. D'abord, je ne peux pas vous dire par discipline parce que le président nous a formellement interdit d'entrer dans ce débat-là. Moi, je suis un conseiller du président. Est-ce que Macky Sall il prépare un dauphin, entre guillemets, parce que dauphin, ça a une signification précise, institutionnelle. Est-ce que dans son camp, il commence à travailler sur ce schéma-là, forcément? Ça, je n'en sais rien. Je ne peux rien dire là-dessus. Alioune Fall, merci d'être passé devant le grand jury. Merci à vous. Vous êtes ministre conseiller à la présidence de la République. Merci à Tiken Jah Fakoly qui a participé à cette émission spéciale d'Abidjan où il se trouve. Tiken Jah Fakoly, célèbre reggaeman ivoirien. C'était le dernier grand jury de l'année 2019.